Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel pour un numéro spécial avec la ministre des Droits des Femmes, des Familles et de l'Enfance, Laurence Rossignol. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, il va être question de radicalisation des jeunes filles attirées par le djihad, de défense des droits des femmes à l'étranger, mais on va commencer peut-être par la France. Votre ministère est impliqué sur plusieurs dossiers, la lutte contre le harcèlement en ligne, contre les violences domestiques, le renforcement du droit à l'IVG. Quelle est votre priorité absolue ? C'est une question difficile parce que mon ministère et moi-même, nous sommes impliqués sur les droits des femmes en général, l'égalité. Et les inégalités entre les femmes et les hommes sont, on dit, systémiques. C'est-à-dire qu'elles se tiennent les unes les autres, elles se nourrissent les unes les autres, il est difficile de les isoler. Le sexisme quotidien, c'est-à-dire celui qui consiste à faire des réflexions désobligeantes aux femmes, leur faire des commentaires sur leur tenue, des entrées grillardes sur leur bonne mine et leurs yeux fatigués. Ce sexisme-là est une violence à l'encontre des femmes, puisque dans le milieu professionnel, par exemple, ça les déstabilise et ça les délégitime. Et puis, ce sexisme, il va jusqu'au meurtre. En intensité. Tout est insupportable dans le sexisme. Tout gâche la vie des femmes, nous fait perdre beaucoup de temps et nous met en difficulté. Mais probablement, le pire, c'est la violence. C'est 200 000 femmes par an qui sont frappées par leurs compagnons ou leurs anciens compagnons et 130 environ qui meurent chaque année. C'est ça ma priorité. Vous avez lancé une campagne contre le sexisme, justement, une campagne qui doit durer 6 mois, donc qui a été relayée par la presse, sans forcément un affichage un peu partout. On va peut-être quand même regarder un extrait de cette vidéo, on revient dessus juste après. 15%. 10%. 15%. Ah ouais, ça aussi c'est beaucoup. Bon, ça, c'est pas justifié. C'est honteux. 20. Je dirais 30%. 30%. Oh, C'est l'horreur, ce pays. Je déménage. 5, 20. 14. Peut-être 4, allez. 1, c'est bien. Alors voilà la campagne de lutte contre le sexisme au quotidien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux ou à celles qui disent le sexisme en France, ou en tout cas le danger en France, vient d'ailleurs, vient de l'islamisation en particulier, qui vise particulièrement le corps des femmes, le contrôle du corps des femmes, de leur sexualité? Je leur réponds que c'est une bonne façon de s'exonérer de ses propres responsabilités. Le sexisme est séculaire en France et il s'exerce dans tous les milieux sociaux, dans tous les milieux culturels et dans toutes les strates de la société. Donc bien sûr, il y a dans l'islam politique une vision des femmes, de leur place, de la manière dont elles doivent être pudiques, de la place qu'elles doivent occuper dans l'espace public, qui est une vision que je conteste et que je dénonce. Mais pour autant, quand je vous parle de 200 000 femmes frappées tous les ans par leurs conjoints, ce ne sont pas 200 000 femmes frappées par des djihadistes. Ce sont des femmes frappées par des maris qui sont des médecins, des avocats, des universitaires, toutes les professions. Il n'y a aucune profession aucune culture en France dans lesquelles une femme soit à l'abri de la violence. Donc ce sont les gens qui veulent à la fois ne pas voir quelle est notre part de responsabilité culturelle propre, et puis qui ensuite utilisent les droits des femmes pour mener un autre combat, qui est un combat qui vise à stigmatiser les musulmans. En dehors des campagnes de communication comme celle qu'on vient de voir, quelles sont vos marges d'action? Je pense par exemple à la parité en politique. La France, il y a un rapport récent qui montre que la France est tombée au niveau mondial de la 32e place à la 60e place, derrière le Soudan du Sud. Il y a eu une loi qui est passée, il y a des campagnes de sensibilisation et pourtant voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au-delà de sensibiliser? Juste un mot, la France est tombée à la 60e place, c'est pas parce qu'on a régressé, c'est parce que les autres ont progressé plus vite que nous. Ils nous ont passé devant en matière de parité. C'est important parce qu'il faut aussi saluer ce qui se passe dans les autres pays. On avance. Avant, dans les conseils départementaux, il y avait 13% de femmes. Depuis la loi de 2014 que nous avons fait voter, on est à 50% de femmes dans les conseils départementaux parce qu'on a imposé la parité dans les élections dans les départements. Mais ce que j'observe, c'est que seule la loi
seule la loi permet la parité en politique. Et à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où la loi est d'un certain point de vue plus souple, en raison du mode de scrutin, c'est trop long pour rentrer dans le détail, mais où la loi est plus souple et où surtout les partis politiques peuvent s'exonérer de leur obligation de parité en payant des amendes, ils ont choisi jusqu'à présent, et particulièrement la droite, de payer des amendes plutôt que de faire élire des femmes, puisqu'il y a 15 points d'écart entre le nombre de femmes élues, par exemple dans ma formation politique chez les socialistes, et le nombre de femmes élues chez les républicains. Donc il faut mettre la pression, ou alors il faut changer de mode de scrutin à l'Assemblée nationale. Ce qui est une autre option. Ce n'est pas celle qui a été retenue pour les prochaines élections législatives, mais on observe ça avec beaucoup d'attention de ma place. Et les amendes, d'ailleurs, devraient être plus élevées, je crois, oui, en 2017. Passons peut-être au thème de la radicalisation. L'attentat raté devant Notre-Dame de Paris, qui a été organisé par un gang de femmes, a retenu l'attention sur un thème qui était jusque-là assez minimisé. C'était l'attrait de nombre de jeunes femmes pour le djihad, la radicalisation des jeunes filles. On estime que 275 filles sont en Irak et en Syrie. Elles représenteraient un tiers des combattants français. Comment ça se fait? Comment expliquer cet attrait du djihad pour ces femmes? Ce qui est surprenant, c'est quand ce sont des jeunes femmes qui sont nées en France, qui ont été élevées en France, avec les principes d'égalité, et qui font le choix d'un mode de vie, de l'exercice d'une religion, de la pratique d'une religion, qui est objectivement une religion qui minore la place des femmes, qui est discriminatoire à la place des femmes. On se dit qu'il y a des femmes qui font le choix inverse de celui qui a fait avancer notre société jusqu'à présent. Alors après, il faut distinguer les très jeunes filles, les femmes plus âgées, celles qui sont majeures. Chez les très jeunes filles, il y a des pièges, et le film qui va sortir la semaine prochaine, qui s'appelle Le ciel attendra, oui, est un film qui donne une grille de lecture sur comment une jeune fille se radicalise. Et en fait, juste un mot, il serait temps un jour qu'on s'interroge sur le rôle des contes de fées dans la formation de l'esprit des filles. Parce que ces jeunes filles, pour une partie d'entre elles, se font piéger par des princes charmants qui en fait ne sont pas du tout des princes charmants, qui sont des abominables terroristes, et vont les enfermer et les soumettre. Mais elles se font piéger. Vous savez, dans l'histoire romanesque, on a toujours la victime, la fille au grand cœur qui tombait sous la coupe du proxénète, par exemple, voilà. Et par amour. Une partie d'entre elles part par amour. Et c'est grave. Qu'est-ce que votre ministère fait pour traiter de ce problème? Ou est-ce que c'est un dossier que vous ne gérez pas du tout? Non, on le gère beaucoup. C'est un dossier que, depuis 2014, on accompagne les familles des jeunes gens partis en Syrie. Parce que quand un jeune gens part, il reste des parents, il reste des frères et sœurs qui sont extrêmement bouleversés par ce départ, la signification. Donc nous, on accompagne ces familles, on est à leur côté. On s'intéresse aussi, on est aussi actif et dans un dispositif plus large avec le ministère de l'Intérieur en particulier ou le ministère de la Justice sur les retours prévisibles de Syrie, de ces femmes qui vont rentrer justement avec des jeunes enfants. Elles vont rentrer, vont avoir vécu à Raqqa pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Elles n'auront pas de travail. Souvent pas de formation si elles sont parties, elles ont quitté l'école à 16-17 ans comme j'en connais pour partir en Syrie. Et elles vont venir avec des enfants qui auront été exposés à des images qui ne sont pas des images qui favorisent une construction sereine de la psychologie d'un enfant. Donc leur retour va devoir être accompagné indépendamment de l'aspect pénal et ce que font les services de renseignement. Leur réinsertion dans la société collective va devoir être accompagnée. Et nous, on travaille aussi là-dessus dans mon ministère. Alors, très rapidement, en fin d'émission, quand même, je voulais aborder la question des droits des femmes à l'étranger. La situation dans de nombreux pays est assez catastrophique. En tout cas, les femmes ne sont pas considérées l'égale des hommes, et c'est peu dire, dans les lois, dans les constitutions. Est-ce que vous pensez qu'il faut essayer d'influencer ça, de changer ça? Je sais que vous n'êtes pas au ministère des Affaires étrangères, mais vous, en tant que ministre des droits des femmes, comment vous agissez à ce niveau-là? Moi, je déploie une diplomatie des femmes. C'est-à-dire que je vais à l'ONU et je parle. Ce qui est déjà important à l'ONU, parce que c'est un endroit où ce qui se dit a du poids. Et j'ai un axe prioritaire, c'est la dépénalisation de l'avortement partout. Et c'est pour ça que j'observe avec beaucoup d'inquiétude les pays qui surpénalisent ou repénalisent l'avortement, comme la Pologne actuellement. Plus important que l'excision, que les mariages forcés Même réponse qu'au début de l'émission, tout est important. Mais la pénalisation de l'avortement, ça concerne
énormément de pays aujourd'hui. Il y a des menaces de régression. Sur l'excision, les mutilations sexuelles et génitales des jeunes filles, je travaille aussi avec des femmes représentantes de la diaspora des pays africains, parce que ce qui compte, c'est d'avoir un discours qui soit à double destination. Il faut parler aux familles qui vivent en France et il faut parler à ceux qui sont restés au pays, parce que les familles rentrent. En France, on pratique, on ne peut pas dire plus d'excision, ce serait arrogant, mais ça, tout le monde sait que c'est interdit. En revanche, la zone de danger pour les jeunes filles, pour les enfants, c'est quand elles rentrent en vacances et que là, les familles. Donc, avec mes homologues des pays africains, par exemple, nous essayons de parler d'une même voix aux familles. Des pénalisations. Et puis, j'observe qu'il se passe des choses formidables. La pétition des femmes saoudiennes aujourd'hui, et puis ce mouvement pour qu'elles soient en pleine capacité civile, pour qu'elle ne soit plus sous le tutorat et la tutelle d'un homme, père, mari, frère. Moi, je soutiens avec enthousiasme ces mouvements-là. Les femmes bougent partout dans le monde, partout. Mais elles se heurtent aussi à une forte résistance, parce que ce qu'elles portent comme progrès remet en cause l'ordre établi. Et il y a là une confrontation qui est plus ou moins larvée, plus ou moins exprimée, mais qui partout est en germe et partout cherche à s'exprimer. Dernière question très rapidement. Est-ce que vous pensez qu'il faut conditionner l'aide au développement par rapport à des critères d'égalité homme-femme? Je pense qu'il faut privilégier dans l'aide au développement, du point de vue de la France, une aide au développement qui a comme finalité de faire progresser l'égalité femmes-hommes. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la conditionnalité, mais il faut l'orienter. Et c'est pour ça que la France, aujourd'hui, intervient beaucoup en termes de soutien au programme sur les droits sexuels et reproductifs, c'est-à-dire un des enjeux en Afrique, c'est l'accès à la contraception, par exemple. Et donc, nous sommes prioritairement dans ces programmes de soutien à la diffusion et au recours à la contraception dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Laurence Rossignol, je vous remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur La Toile.